Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en Journal Club. Ça fait longtemps que je vous en ai pas proposé. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un article publié par Mousmayer et son équipe sur le sujet des déchirures de poivre des rotateurs et avec la question qui va venir qui est: est-ce qu'il faut proposer une opération ou pas? Vous allez comprendre pourquoi. Je démarre par la présentation de l'article. Dans cet article, publié par Mousmayer et son équipe en 2024, eh bien, je vais démarrer par une description et après juste quelques mots sur la qualité et ensuite on avancera. Donc, la description, là vous avez le titre, les résultats après 15 ans d'une analyse comparative entre réparation tendineuse contre kinésithérapie sans réparation tendineuse pour des déchirures de poivre de taille petite ou moyenne. Donc publié dans The Journal of Bone and Joint Surgery et en 2024 comme je vous l'ai dit. Donc la thématique, c'est le rôle de la réparation tendineuse pour ces déchirures de poivre de petite et moyenne taille par rapport à une rééducation sans chirurgie. Donc effectivement, c'est un vrai sujet, quelque chose qui revient. On a souvent des gens qui prennent position, mais je m'étais dit que c'était l'occasion de faire un petit point et de s'appuyer sur cet article-là pour faire un point. On y va. Donc, l'état des lieux propose des auteurs. Vraiment, au départ, je vous parle de ce qu'il y a dans l'article. Après, on parlera d'autres choses. Donc, c'est qu'il y a pas mal d'essais contrôleurs randomisés qui ont comparé chirurgie d'un côté versus kiné. Donc, en général, dans les bras chirurgie, il y a chirurgie plus rééducation. C'est chirurgie et rééducation versus kiné sans rééducation. Et là, dans l'introduction de l'article, ils disent que jusqu'ici, on parle d'effets comparables, et donc ça entraîne, ça pousse les personnes à proposer une approche conservatrice en première intention, mais les limitations sur les auteurs, c'est que les suivis sont courts, 1 à 2 ans dans ces études-là, et la tendance par rapport à la cohorte qu'ils avaient étudiée, donc là, pour ce dernier article, ils sont à 15 ans de suivi, mais ils avaient publié plusieurs fois sur cette cohorte, et le dernier article qu'ils avaient publié, c'était un article qu'ils ont publié au bout de 10 ans de suivi, donc en 2019, où ils disaient qu'il y avait une tendance quand même en faveur de la chirurgie. C'était une tendance qui était statistiquement significative, mais pas cliniquement significative, on va y revenir. Et donc, leur idée, c'est qu'il y a besoin de données à plus long terme pour améliorer la prise de décision, aider les patients à prendre une meilleure décision. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va étudier, nous, la différence entre chirurgie et traitement conservateur 15 ans après. Donc c'est la même cohorte qu'ils ont suivie sur 15 ans. Et leurs hypothèses, c'était qu'ils allaient sans doute retrouver des résultats stables pour les personnes opérées et une dégradation pour les personnes non opérées. Alors si on prend le PICO, donc la population étudiée, c'est des personnes avec une déchirure de moins de 3 cm, avec un âge moyen de 60 ans. C'est des personnes qui ont une douleur soit au repos, soit au mouvement, qui ont au moins une bonne élévation passive, donc au moins de 140 degrés, qui n'ont pas d'atrophie musculaire avancée pour pas faire une chirurgie sur un patient pour qui ça aurait peu de chances de réussir. Ils ont exclu des patients mineurs, quand les attentes concernaient plus de 25% du tendon du subscapulaire, parce qu'on sait que ça peut être... a priori, il y a des données qui montrent que la chirurgie aurait tendance à être plus intéressante dans ces cas-là. Toute autre pathologie qui pouvait affecter l'épaule, et d'autres pathologies systémiques ou locales qui peuvent impacter l'épaule, et bien sûr d'éventuelles contre-indications à la chirurgie. Ensuite, l'intervention, c'était d'un côté, pour un bras, chirurgie réparation tendineuse avec acromioplastie, donc c'était pas sous arthroscopie, donc avec des abords mini-ouverts ou ouverts, et ténodèse du biceps, du tendon du long biceps, si jamais il semblait partiellement déchiré ou dégénératif lors de la chirurgie. Ensuite, immobilisation 5 à 6 semaines avec mobilisation passive immédiate, mobilisation active à partir de 6 semaines, et renforcement à partir de 12 semaines. Le comparateur, donc le groupe comparaison, c'était rééducation sans chirurgie. Ça se faisait dans un service de physiothérapie à l'hôpital. C'était sur la base de 2 séances par semaine pour les 6 premières semaines, et ensuite moins fréquent entre 6 et 12 semaines. Il n'y avait pas de médicaments proposés aux patients,
Et donc ils disent qu'il y a tous les détails de cette rééducation qui ont été publiés. Malheureusement, j'ai pas réussi à me procurer ce document, et en plus cette publication est en norvégien, donc même si je l'avais récupéré, je sais pas si j'aurais pu vraiment l'étudier. Peut-être me faire aider de traducteur, mais voilà, en tout cas j'ai pas pu récupérer ça. Et le critère d'évaluation principal, c'est le score de constant, un score vraiment très utilisé pour évaluer la fonction et la douleur de l'épaule. Et après, il y a plein de scores d'évaluation secondaires. Un autre, le ASS, un autre score d'évaluation de l'épaule, SF36 sur la qualité de vie, EVA de la douleur, la force, amplitude de mobilité active non douloureuse, et le niveau de satisfaction du patient sur une EVA. Voilà, donc ça fait pas mal de choses, et en fait dans d'autres critères qu'ils ont évalués, c'est le Patient Acceptable Symptom State et le Percentage of Maximal Outcome Improvement, et aussi il y a eu un suivi échographique de l'état des tissus pour a priori les deux groupes. Alors le PASS là, c'était partir du principe que pour cette étude là, à 80, un score de constant de 80, c'est vraiment un score où on a un niveau de fonction acceptable pour les patients, et donc c'est le pourcentage de patients qui atteignent ce score par rapport au pourcentage de patients qui n'atteignent pas ce score. Et le deuxième, là, pourcentage MOI, ça c'est par rapport à l'amélioration maximale possible par rapport au score de départ sur constant. Donc je ne sais pas si la personne est à 40 sur 100, eh bien il a un pourcentage, enfin il peut s'améliorer de 60 points. Et donc c'était de voir le pourcentage d'amélioration pour les patients par rapport à ce qui était possible en fonction de leur score de départ et du score maximal du constant. Voilà, on va reprendre ça rapidement plus tard. Et alors les résultats qui rapportent, c'est que par rapport au score de constant, le groupe chirurgie à 15 ans est à 79,9 points de moyenne, ce qui est vraiment un très bon résultat, hein, parce que vraiment à 80 points, c'est un repère dans constant qui fait que souvent les patients sont satisfaits, par rapport à des patients non opérés initialement, qui sont à 68,5 points. Donc ces résultats-là, c'est en intention de traiter, c'est-à-dire que les patients qui ont choisi de se faire opérer plus tard, qui initialement étaient en groupe, pas d'opération, mais qui ont redemandé une opération plus tard, soit l'année d'après, soit 10 ans après, ont été analysés dans le groupe non opéré. Donc voilà, les gens qui n'ont pas été opérés au départ étaient à 68,5 points, et donc on voit bien qu'il y a un score en faveur des sujets opérés, on voit bien que c'est statistiquement significatif, et qu'il y a 11,8 points de différence. Et alors là, c'est là où on va s'intéresser à la différence minimale cliniquement significative, c'est-à-dire la différence, le nombre de points qui fait qu'un patient va sentir une différence dans son état. Et eh bien, en fonction des études, quand on recherche quel est le MCID pour le score de constant, on retrouve des repères de 10 points, parfois 13 points, parfois même 17 points. Et quand j'ai été fouillé un petit peu, il semblerait que pour cette étude-là, avec cette population-là, ça peut varier, ce choix-là va varier en fonction des populations étudiées, eh bien, le score, ce sera entre 10 et 13 points. Vous voyez, là, on a 11,8, ce qui veut dire que, en fonction des MCID, on peut se dire, voilà, c'est cliniquement significatif, mais ça n'atteint pas le 13, donc en fonction des études, tout le monde ne serait pas d'accord. Mais bon, en tout cas, statistiquement significatif et possiblement cliniquement significatif. Ce qui n'était pas le cas dans leur suivi précédent à 1 an, à 2 ans, à 5 ans et à 10 ans, dans leur publication précédente. Là, ça deviendrait possiblement cliniquement significatif. Au niveau du PASS, donc, comme je le disais tout à l'heure, le pourcentage de personnes qui atteignent un score de constant à 80 ou plus, eh bien on voit que les patients opérés, c'est 70%, et on voit que les patients non opérés, c'est 43%. Et donc là, à nouveau, c'est statistiquement significatif, cette différence-là. Et donc on peut se dire, ok, il y a plus de personnes qui vont atteindre 80 ou plus avec une opération que sans opération. Malgré tout, on voit quand même que presque la moitié des patients non opérés peuvent atteindre ce score-là. Et pour le pourcentage d'amélioration par rapport au gain possible, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on voit que là la différence est même encore un peu plus marquée. C'est-à-dire qu'on a 86% pour les personnes opérées et 53% des personnes non opérées. Et là, à nouveau, c'est statistiquement significatif. Donc tous ces éléments-là vont aller en faveur de la chirurgie
la chirurgie décidée initialement, en fait, pour ce suivi à 15 ans. Et sur le tissu, donc ce qu'ils ont retrouvé sur le tissu, c'est que chez les personnes opérées, à 1 an, vous avez 23% des sujets qui ont une déchirure itérative, c'est-à-dire que la suture n'a pas tenu. Et par rapport au suivi à 15 ans, ils en ont eu 6 de plus, 6 personnes de plus, dont 2 où c'était arrivé sur un traumatisme. Ensuite, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que pour les personnes opérées, donc à 15 ans, chez les personnes qui avaient rompu leur suture, on avait un score de constante qui était à 76. Par rapport à pour les personnes qui n'avaient pas rompu leur suture, on avait un score de constante qui était à 82. Donc on voit à nouveau que c'est en faveur de la chirurgie. Par contre, à ce moment-là, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Ça, de toute façon, c'est discutable parce qu'il n'y avait probablement pas une taille d'échantillon suffisamment élevée pour pouvoir repérer s'il y en avait une. Et en tout cas, il n'y a pas de différence cliniquement significative. Là, on voit qu'il y a seulement 6 points d'écart, donc c'est pas suffisant. Et donc, il y a de bonnes chances que les patients ne sont pas si différents que leur suture est rompue ou n'est pas rompue. On discutera des implications plus tard, on est vraiment sur une partie descriptive. Au niveau qualité de vie, pas de différence. Au niveau de l'autre score fonctionnel de l'épaule, on voit une différence qui est statistiquement significative. Pareil pour la douleur à l'EVA, on voit que c'est 1,8 points sur 10. Donc là c'est pareil, au niveau clinique, c'est pas toujours considéré comme quelque chose de cliniquement significatif. La mobilité active, on voit qu'il y a une vingtaine de degrés, entre 16 et 22 degrés d'élévation, de différence, avec une différence qui est statistiquement significative pour la flexion, mais pas pour l'abduction. Et au niveau de la force, une mesure de force avec 1,8 kg de plus, qui n'est pas tout à fait statistiquement significative, vous voyez, juste avant. Et après, pareil, pour le niveau de satisfaction, toujours en faveur de la chirurgie. Toutes ces données sont en faveur de la chirurgie, mais pas une différence statistiquement significative avec, une différence qui est en dessous des 0,05 et avec une différence de 1,3. Et là, je ne connais pas ce qui est cliniquement significatif ou pas, mais en tout cas, on voit que voilà, tout est en faveur de la chirurgie. Il y a des choses qui sont plus ou moins significatives, mais ça va tout dans le même sens. Et leur discussion, pour eux, donc leur conclusion, c'est que la kiné mérite d'être discutée parce qu'on voit une vraie amélioration pour la majorité des patients qui n'ont pas besoin de chirurgie ensuite. Et donc, ils se disent que la majorité des patients, en fait, ils arrivent à s'adapter même s'ils perdent un peu de fonction. On peut leur dire quand même que la chirurgie offre de meilleurs résultats. Et ils annoncent aussi un élément comme quoi dans la littérature, ce qu'ils ont retrouvé, c'est que les déchirures non réparées ont 50% de chances de progresser dans le temps. Bon, ça veut aussi dire qu'elles ont 50% de chances de ne pas progresser. Donc tout ça, c'est quelque chose de mis en avant dans leur discussion. Voilà. Donc par rapport à cet article-là, si on s'intéresse à la qualité méthodologique, on voit qu'elle est plutôt bonne. On a un score de 7 sur 10. Et avec des items non satisfaits qui sont assez normaux, la mise en aveugle des patients, elle n'a pas eu lieu parce que les patients, il n'y avait pas de chirurgie simulée par exemple. Pareil pour les intervenants, le chirurgien sait qu'il a opéré, la rééducation, on sait si la personne a été opérée ou pas. Et l'autre critère qui n'est pas satisfait, c'est par rapport au suivi des patients, où normalement, pour arriver à gagner le point là, du score Pedro, il faut qu'au moins 85% des patients initialement inclus dans l'étude soit toujours, on ait les données pour 85% de ces patients-là. Et là, il n'y a que 81%, mais c'est quand même important de mentionner qu'à 15 ans de suivi, avoir 80% de suivi, c'est quand même quelque chose de plutôt remarquable. Donc c'est une limite, mais quelque part, on ne peut vraiment pas reprocher ça aux auteurs, c'est quand même quelque chose de vraiment très intéressant, et on n'est pas loin du cut-off. Donc après, peut-être des petits éléments que je vais vous donner en plus sur cette histoire méthodologique. On va voir ça assez rapidement. Donc voilà pour la présentation de l'article un peu brut. Maintenant, le truc c'est qu'on va l'aborder, comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que je crains par rapport à cet article-là, c'est que vous ayez des personnes qui vont dire c'est bon, on a la réponse, on a la conclusion, et puis maintenant c'est réglé, on n'a
plus besoin de se poser des questions, on est sûr. Et il y a des personnes qui vont dire oui, mais au niveau méthodo, il y a ça, ça, ça. Et moi, je veux pas prendre un parti parce que je pense que c'est pas la bonne stratégie pour nous aider nos patients. Au contraire, je vais essayer de prendre un petit peu les deux points de vue, de discuter des deux, et je vous donnerai ma conclusion à la suite. Donc au niveau chirurgie, on pourrait très bien se dire, bah voilà, pas de débat, la chirurgie gagne, ça offre de meilleurs résultats. Pourquoi on peut se dire ça? Effectivement, le score de Constant il est meilleur statistiquement et cliniquement. Les résultats sont plus homogènes quand on se fait opérer. Il y a ces scores de passe et de pourcentage de MOI là, qui sont meilleurs. Et tous les critères du jugement secondaire sont en faveur du groupe chirurgie et certains sont significatifs. Ces différences sont statistiquement significatives. Donc, on pourrait se dire ça. On pourrait se dire aussi que, oui, effectivement, là, dans l'étude, ce qu'ils ont vu, c'est que la taille moyenne de la déchirure était de 16 mm et que à 15 ans, elle arrivait à 30 mm. Et quand on se rend, enfin, j'ai essayé de me renseigner un petit peu là-dessus, a priori, 30 mm, ça devient un stade, le diamètre de la déchirure, quand ça atteint ce stade-là, ça devient plus compliqué à réparer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait partie des critères d'inclusion de l'étude. Il fallait que la déchirure initialement soit de 3 cm maximum, donc 30 mm. Donc on peut se dire, ces personnes-là, si on attend et que ça devient si gros, après, ça peut être plus difficile à réparer. Donc potentiellement une perte de chance si la chirurgie offre de meilleurs résultats. Et donc on pourrait se demander, est-ce que c'est bon, c'est la fin de la discussion, on a cette étude-là, ça règle tous les débats. Alors, ça peut être un point de vue. Et on peut comprendre. Maintenant, on peut prendre le point de vue opposé. On peut se dire, attendez, est-ce qu'on ne peut pas regarder certains détails? Et là, on pourrait facilement se retrouver avec des personnes qui sont très en position de défendre l'approche conservatrice et de dire, non, ne pas opérer en première intention. Jusqu'ici, il n'y a pas d'étude qui a montré une supériorité évidente pour la chirurgie. Donc, voilà, là, vous pouvez avoir d'autres personnes qui vont plutôt aller dans ce côté-là et qui vont partir sur une analyse critique. Et certains éléments, ça pourrait être ça. Ça peut être que l'hypothèse de départ, en fait, qui a été posée, c'est que, en gros, ce serait supérieur pour la chirurgie. Et donc, à partir du moment où on pose cette hypothèse-là, on peut aller vers un biais de confirmation. En fait, une meilleure pratique en recherche, c'est de partir d'une hypothèse nulle, c'est de se dire, l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y aura pas de différence. Et on va faire une étude pour voir si on arrive à rejeter cette hypothèse nulle. Voilà. Donc, ça, vraiment, c'est une meilleure pratique. Et là, c'est pas ce qui a été énoncé. Après, il y a cette histoire de score de constant avec le MCID. Alors, effectivement, on ne sait pas. On est entre 10 et 13, donc on est plus de 10, mais on n'est pas à 13. Donc là, on peut se dire, ouais, alors avec les scores supplémentaires, on voit quand même qu'il semble avoir un effet supérieur. Mais il peut y avoir un petit peu ce débat-là qui revient. On peut aussi avoir cette notion de... oui, alors là, dans cette étude-là, il y avait vraiment des déchirures traumatiques et des déchirures non traumatiques. Les auteurs n'ont pas séparé les deux. Et c'est sûr que dans pas mal d'études, notamment la cohorte de Kekkonen, où eux, ils ont inclus que des déchirures non traumatiques, eh bien, ils ont vu à 1 an, 2 ans et à 5 ans. Donc ça fait partie des petites étrangetés, en fait, dans l'introduction de cet article-là de Musmayer. Il dit qu'il n'y a pas de suivi au-delà de 2 ans, alors que l'article de Kekkonen, ils ont suivi à 5 ans, et que l'article a été publié en 2021 ou 2022. Celui de Musmayer date de 2024, donc je pense qu'ils ont eu le temps quand même de le voir. Est-ce que c'est un oubli volontaire? Bon, parfois ça met du temps à être publié, bénéfice du doute, mais en gros, là, suivi à 5 ans, pas de différence statistiquement significative pour le score de constant, et ils ne retrouvaient pas non plus de différence en termes de satisfaction des patients. Mais bon, on peut aussi se dire que ça se rapprochait un petit peu de ce qu'avait trouvé Musmayer à 5 ans aussi, sauf qu'il y a quand même un petit écart. Voilà. Peut-être que cette histoire de déchirure, on peut garder un point de recul de est-ce que c'est traumatique ou non traumatique, et est-ce qu'on peut s'autoriser à dire à un patient qui a une déchirure non traumatique que forcément la chirurgie offrera de meilleurs résultats. C'est questionnable. Ensuite, donc il y a l'histoire, cette histoire d'état de la suture. On voit en fait que il n'y a pas vraiment de différence entre le fait à 15 ans que la suture est tenue ou qu'elle n'est pas tenue.
Et donc, bah, est-ce que ça nécessite vraiment une chirurgie? Comme on l'a dit tout à l'heure, bah, si jamais, dans la moitié des cas, la suture la déchirure peut spontanément, si elle n'est pas réparée, augmenter, bah, ça veut dire que dans la moitié des cas, elle peut ne pas augmenter. Et donc ça amène aussi au fait que peut-être que dans la chirurgie, l'effet n'est pas dû à la réparation tendineuse. En tout cas, ça pousse à réfléchir à des explications alternatives. On peut se demander s'il ne peut pas y avoir une partie ténodeuse du biceps qui a un effet. On sait que le tendon du biceps est souvent une source de douleur chez les patients qui souffrent de l'épaule. Donc le fait de régler ça chirurgicalement, est-ce que ça n'a pas une influence sur le résultat de la chirurgie qui est plus importante que de suturer le tendon? Est-ce qu'il y a aussi la notion de, une fois une personne est opérée, elle va observer une période d'immobilisation, elle va faire une rééducation très progressive, et potentiellement plus longue que si elle ne se fait pas opérer, alors que si elle ne se fait pas opérer, parfois elle est obligée de continuer les activités. Elle suit une rééducation moins progressive, on repart de moins en moins, il n'y a pas cette période d'immobilisation, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui va apporter un meilleur résultat? On sait que bah, la chirurgie, pour toutes les pathologies douloureuses, on sait qu'il y a un effet placebo aussi. On sait aussi que bah, il y a un effet nocebo avec l'imagerie, les explications qu'on peut donner aux patients. Donc dans cette étude-là, les personnes qui ont fait de la rééducation avaient tous une imagerie avec une explication d'un tendon qui était abîmé. Et donc, est-ce que, bah, à partir du moment où on a dit ça à une personne, le fait de l'opérer ou de ne pas l'opérer, ça va pas faire une différence juste, enfin, notamment parce qu'on lui a déjà dit ça. Et après, on peut se poser la question aussi de la qualité de la rééducation qui a été proposée, en se disant que ça fait quand même 15 ans, enfin, c'est une rééducation qui date d'il y a 15 ans, au moins, probablement un peu plus, et dans des termes proposés avec un travail de positionnement de la scapula au repos. On sait qu'aujourd'hui, le positionnement de la scapula au repos n'a aucune influence. C'est l'histoire de recentrage de la tête humérale, avec des techniques aussi qui, bah, quand même, moins de poids aujourd'hui. Donc, voilà, est-ce que c'est aussi la qualité de la rééducation qui était moins performante qui peut l'être aujourd'hui? Bah, tout ça, on ne peut pas l'affirmer, mais en tout cas, on ne peut pas être sûr que ça n'existe pas, que ça ne rentre pas en compte. Et ça peut nous faire dire que est-ce que vraiment la suture a fait une différence ou est-ce que c'est ces critères-là? L'étude ne peut pas répondre à cette question-là. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une chirurgie retardée, donc pour des personnes qui ont décidé de se faire opérer, alors qu'au départ, ils n'étaient pas dans le groupe opéré, des sujets à opérer, on voit déjà bon, quand même que ça reprend 15 patients, hein, donc entre un quart et un tiers des patients, 29%, vous voyez là, qui ont demandé à se faire opérer, en fait, ils pouvaient le faire, si j'ai bien compris dans l'étude, que s'ils avaient suivi au moins 15 séances de kiné. Et donc, il y a la majorité des patients qui ont fait un crossover, c'était plutôt après la première année, au cours de la première année, mais il y en a pour qui c'était au bout de 2 ans, 6 ans, 8 ans, etc. Et on voit finalement, ils ont les mêmes résultats s'ils ont été opérés plus tard. Et donc ça pose la question de, finalement, est-ce que ça justifie pas le fait de tenter la rééducation en première intention parce que il n'y a pas de perte de chance. Finalement, vu qu'ils ont les mêmes résultats au final, il n'y a pas de perte de chance. Ça peut amener ça. Il y a aussi cette histoire de variabilité des résultats. En fait, quand on regarde à 15 ans, chez les sujets non opérés, on voit qu'il y a un écart type qui est très important. Donc, une moyenne là, avec ce chiffre-là, les sujets non opérés, donc c'est pas la même moyenne que tout à l'heure, parce que ça enlève les personnes qui sont fait opérer dans un deuxième temps. Et on voit que le score est encore plus bas, 63,7 contre 68 de mémoire pour l'ensemble du groupe qui n'a pas été opéré au départ. Mais par contre, on voit un écart type qui est important, qui est quasiment de 25 points. Donc ça veut dire que vous avez des personnes qui obtiennent un très bon résultat, et des personnes qui obtiennent un très mauvais résultat. Et donc, une des idées par rapport à ça, ce serait peut-être de se demander, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier qu'est-ce qui fait que certains ont eu un très bon résultat et d'autres un moins bon résultat, au lieu de mettre tout le monde dans le même panier. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Et donc, après, un autre élément que les auteurs eux-mêmes mettent en avant dans leur discussion, c'est une question de validité externe de l'étude. C'est-à-dire que en fait, au moment où ils ont recruté des patients, par rapport aux patients qui étaient éligibles pour rentrer dans l'étude, il y a seulement 33% des patients qui ont accepté d'entrer dans l'étude. Donc ça crée un biais sur la validité externe où si 100% des patients avaient accepté, on aurait peut-être un résultat très différent. Voilà. Mais bon, ça c'est lié
à la recherche, on peut vraiment pas reprocher ça aux auteurs de l'étude. Mais bon, voilà, ça remet encore un questionnement sur le résultat de l'étude. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de détails qui peuvent nous faire penser que c'est un peu rapide de conclure sur le fait que la chirurgie est forcément meilleure. On peut probablement pas dire ça rapidement, affirmer, etc. Et donc la conclusion, moi je vous propose par rapport à tout ça, et donc c'est propre à moi, je vous propose cette interprétation-là. Donc bon, d'abord de reprendre la conclusion des auteurs, c'est d'après eux, alors là, je vais être un peu dans la lecture pour être fidèle le plus possible. Donc, ce suivi à 15 ans a comparé les effets de la réparation tendineuse et de la kinésithérapie pour les déchirures de coiffe de taille petite et moyenne. Elle a montré des différences significativement faibles entre les groupes, donc les premières années, qui ont augmenté avec le temps et qui sont à force, là au bout de 15 ans, en faveur de la réparation tendineuse et en atteignant un niveau significatif statistiquement et cliniquement. Il y a toujours la question du cliniquement, mais soit, eux ils ont pris un MCID de 10, donc ça c'est ok. Ensuite, les résultats offrent une meilleure compréhension d'impact à long terme de nos décisions thérapeutiques, clairement, ça améliore notre connaissance du sujet, et contribueront à choisir le traitement qui répond le mieux aux besoins actuels et futurs des patients concernant leur épaule. Et c'est là où je suis d'accord, juste, j'ai un bémol à mettre, c'est-à-dire que effectivement, on peut avoir des données qui vont aider les patients à choisir, à mieux choisir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a la réponse et que maintenant on peut dire aux patients c'est ça qui est le mieux pour vous. Pour moi, ça c'est une grosse différence. Et du coup, par rapport à un positionnement que j'ai qui me tient à cœur, et puis moi je suis pas le seul, qui tient à cœur aussi à pas mal de la littérature, et ce besoin de prise de décision partagée, en fait c'est un élément qu'on va mettre dans le fait d'aider la personne à mieux comprendre ses options, les avantages et les inconvénients, mais c'est pas le seul élément qui va forcément les faire choisir. Et pour faire de la prise de décision partagée de façon adaptée, en fait, on se doit de se positionner de façon neutre, en fait, de présenter les informations telles qu'elles sont, sans chercher à influencer le patient à aller dans un sens et dans l'autre. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que finalement, on peut se dire que les deux options sont honnêtes. Enfin, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens pas opérés pour qui ça se passe bien. S'ils se font opérer plus tard, finalement, ça se passe plutôt bien. Et donc, du coup, on peut assez facilement, et s'ils sont opérés, il y a de très bons résultats. On peut assez facilement être à l'aise avec le fait que le patient choisisse l'une ou l'autre des options, parce que on peut se dire qu'il ne choisira pas une mauvaise option. Enfin, en tout cas, moi, ça me tranquillise et ça me facilite la vie pour cette approche. Et donc, la conclusion que je vous propose, moi, ce que j'aurais envie de dire à des patients, pareil, je vais le dire histoire d'être le plus précis possible, c'est d'après les données de cette étude, entre les personnes qui choisissent de se faire opérer ou de faire 15 séances de rééducation avant de prendre leur décision, il existe une différence de résultat en faveur des patients opérés, mais elle n'est pas perceptible pour les patients à 10 ans, elle le devient à 15 ans. Les patients qui ont choisi de se faire opérer dans un second temps et qui ont d'abord fait uniquement de la rééducation ont eu des résultats similaires à ceux qui se sont fait opérer tout de suite, même ceux qui ont attendu plusieurs années. Mais dans cette étude, ils étaient peu nombreux, donc il est difficile d'être certain que ça se passera dans tous les cas. Ensuite, ce qu'on pourrait dire, c'est que les patients opérés ont obtenu de très bons résultats qui perdurent à 15 ans, avec peu de différence entre les meilleurs et les moins bons résultats. On a vraiment un niveau de certitude que ce sera dans une fourchette vraiment très élevée. Alors que les patients qui ne se sont pas fait opérer, ils ont des résultats très variables à 15 ans. Avec des personnes qui ont les mêmes résultats que les personnes opérées, des très bons résultats, et des personnes qui ont des résultats significativement moins bons. Ça c'est une façon de poser des informations qu'on a issues de cette étude-là. On ne peut pas affirmer que les bons résultats sont dus à la réparation du tendon, car même quand le tendon se déchire à nouveau après l'opération, les résultats restent très bons. Des explications possibles sont le traitement chirurgical du tendon du biceps, la période d'immobilisation forcée après l'opération, et la rééducation très progressive et prolongée dans le temps. Ça peut, par exemple, donner envie à certaines personnes de se dire « Ok, je vais tenter de ne pas me faire opérer, par contre, j'entends l'intérêt d'être immobilisé, en tout cas de vraiment limiter mes activités au départ, et d'être très progressivement en rééducation, de la faire suffisamment longtemps pour me donner une vraie chance. » Voilà. Et c'est pas une façon de les convaincre de se faire opérer, encore une fois, c'est juste qu'ils soient informés
de là où on en est, des théories qu'on peut avoir, et qu'ils puissent choisir du mieux possible par rapport à tout ça. Et l'une des questions découle de cette étude pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. Par exemple, comme les patients opérés dans un second temps obtiennent des résultats similaires aux patients opérés rapidement, pouvons-nous attendre pour tous les patients? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des patients, si on attend trop, ça devient un problème? Peut-être. En tout cas, cette étude ne le démontre pas. Pourrions-nous vérifier régulièrement si la douleur et la fonction de l'épaule diminuent pour voir si une opération devient le meilleur choix? Donc, comment on fait pour monitorer la personne, pour se dire là maintenant, il serait peut-être temps de se faire opérer parce que si on ne le fait pas maintenant, ça va être un problème? Est-ce que vérifier l'état des tendons à l'imagerie permettrait de s'assurer que la décision d'opérer n'arrivera pas trop tard? Donc oui, faire des imageries pour rien, c'est toujours embêtant. Maintenant, si on compare une imagerie régulière face à une chirurgie, peut-être que les effets délétères sont moins graves. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut exprimer au patient. Après, de nouveau, c'est à lui de faire son choix. Mais voilà, peut-être que ça pourrait être utile. Maintenant, on n'a pas de certitude là-dessus parce que, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Peut-être que c'est le cas et que je ne connais pas, c'est possible. Et du coup, ce serait vraiment intéressant de savoir ce que ça en dit. Mais je sais pas, par exemple, on pourrait se dire que si à partir de 3 cm ça devient compliqué, on surveille l'évolution et puis quand ça s'approche, peut-être qu'on voit ce qu'on fait. Comme dans la moitié des cas, il semble que les déchirures n'évoluent pas, dans ces cas, ces patients-là, ça va. On pourrait vraiment s'appuyer aussi simplement sur la fonction, la douleur, voir si ça se dégrade, est-ce que la rééducation arrive à nouveau à aider ou n'arrive plus à aider. Voilà, toutes ces choses-là, voilà, en fait, on ne sait pas, et c'est des pistes potentiellement intéressantes à étudier. Une autre chose qu'on peut dire, c'est qu'il existe probablement des personnes pour qui l'opération est une meilleure option par rapport aux résultats sur la douleur et la fonction de leur épaule, mais ils sont trop peu nombreux pour que cette étude puisse l'affirmer. En fait, c'est ça qui fait probablement que ça ne sort pas de façon plus significative, et nous ne savons pas encore identifier ces personnes. Et pour moi, ça fait partie des choses. Truc, moi, en tant que clinicien, dont j'aurais besoin, ce serait de savoir cette personne-là, elle a des caractéristiques des patients pour qui, si on n'opère pas, c'est un problème, ou pour qui, si on n'opère pas, en général, ça se passe bien. Si on avait plus de repères par rapport à ça, ce serait intéressant. Maintenant, il faudrait des corps plus grandes, et il faudrait que le sujet d'étude, ça soit celui-là. Et pareil, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié comme ça. Donc, en gros, là, quand on est dans cette démarche-là, de prise de décision partagée, c'est une situation où on va exprimer l'incertitude qu'on a à nos patients. En gros, l'idée, pour y arriver, il faut accepter nous-mêmes déjà qu'il y a de l'incertitude. Voilà, si on veut faire ça, il faut arriver à dépasser cette illusion que la science nous donne des vérités. C'est pas des vérités, vous l'avez vu, il y a plein de limitations dans les études. On a une information qui est très intéressante, c'est important de les avoir. Maintenant, la façon de les interpréter, c'est crucial. Si on pense que c'est une vérité, on se met le doigt dans l'œil. Et en fait, c'est pas parce que on a une personne qui est rassurée par ça, un professionnel qui va affirmer les choses, qui est clair certain, que il dit forcément quelque chose de vrai, en fait. Donc, l'idée derrière ça, c'est être plus à l'aise avec le fait qu'il y a d'incertitudes, à l'aise avec le fait de partager ça avec nos patients, de ne pas sentir le besoin d'être un sachant infaillible vis-à-vis de nos patients, parce que soit on est dans l'illusion qu'on a la vérité, dans ces cas-là, ok, mais si on réalise qu'on ne détient pas la vérité, c'est juste mentir aux gens, donc en tout cas c'est mon point de vue, et du coup d'être vigilant à pas se laisser berner en tant que soignant, en tant que patient, par des vérités, des certitudes plutôt rassurantes, mais qui sont fausses. Donc il y a vraiment ce sujet-là qui est derrière, et voilà. Et c'est à chacun de se positionner par rapport à ça, bien sûr. Moi, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Le but, c'est de vous faire réfléchir et de prendre du recul, et potentiellement aussi de prendre du recul et de ne pas partir dans des bagarres de clochers avec des personnes qui défendent juste leur position et qui n'écoutent pas les arguments des autres. En fait, vraiment, c'est une situation où la chirurgie semble apporter de meilleurs résultats, mais finalement, on ne sait pas totalement pourquoi. Ces différences-là sont pas si grandes que ça, et probablement qu'il y a des grosses différences pour certains et pas pour d'autres.
Et voilà, ma conclusion, c'est ça, c'est que on sait pas chez qui ça fera une grosse différence ou pas. Euh, voilà, pour moi, ça, c'est être honnête et aider les patients à prendre des décisions sur cette base-là. En fait, bah, ça peut paraître impossible, mais ça paraît impossible seulement si on considère que le patient n'a pas de vie. C'est-à-dire que parfois, le choix qui va se faire, ça va être en fonction du contexte de la personne. Si la personne, elle vous dit, mais moi, de toute façon, je peux pas arrêter mon activité en ce moment, je peux limiter les mouvements de mon bras, mais je peux pas me faire opérer parce que autrement, je vais perdre mon travail. Bah, le fait de choisir de ne pas se faire opérer pour cette raison-là, il y aura, comment dire, il n'y aura pas à avoir de regrets par rapport à ça, de crainte par rapport à ce qui va lui arriver, etc. En fait, c'est une raison qui est parfaitement valable. Et voilà, ça aide aussi à prendre ce genre de recul. Donc, ouais, je prenais un peu d'avance. Donc, on est vraiment dans cette histoire de. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que ça nous aide vraiment à être dans cette histoire de prise de décision partagée, de l'aider à faire un choix éclairé sans chercher à l'influencer avec nos préférences, mais en lui donnant accès aux connaissances actuelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça permet au patient de prendre plus facilement une décision en accord avec son contexte, ses préférences, ses valeurs. Euh, et vraiment, bah, en fait, c'est ça la pratique EBP. C'est ça la pratique EBP. Pratique EBP, c'est pas se baser que sur les données de la science, c'est aussi se baser sur l'expertise du clinicien. Donc, on peut aussi, nous, partager nos expériences, etc. Dire que bah, dans telle situation, on a plus de difficultés, dans telle situation, on y arrive plus facilement. En tout cas, on voit des patients qui évoluent plus facilement, moins facilement, etc. Et prendre donc, du coup, le contexte de la personne en compte, son contexte, ses préférences, ses valeurs. C'est vraiment la troisième partie de la pratique EBP. Et vraiment, j'ai déjà dit plein de fois, mais cette histoire de ne pas se laisser enfermer vers la pratique EVP, c'est que les données brutes de la science. Voilà, la prise de décision partagée aide à ça. Ça permet aussi aux patients de prendre la responsabilité de la décision de soins et du coup, ça permet de l'impliquer dans la prise de décision et ça permet de l'autonomiser par rapport à sa santé. C'est vraiment une histoire de l'autonomie, c'est pas juste je suis capable de faire des choses pour moi-même, d'agir, de faire des mouvements, des exercices, de faire de l'activité physique, d'avoir des comportements qui favorisent mon sommeil, ma santé, etc. Il y a aussi l'autonomie dans la prise de décision. Je ne suis pas toujours en train d'attendre qu'un professionnel me dise ce qu'il faut que je fasse. Et, et voilà, et on m'implique dans les infos qui permettent de choisir, et donc, du coup, on me rend plus autonome sur le fait de faire des choix. Donc voilà, c'est la conclusion moi, que je tire de cet article-là, c'est celle-ci. Bien sûr, libre à vous de faire vos choix, des choix différents. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'avec cette vidéo-là, avec ces informations-là, ben, j'aurai réussi à vous donner un maximum d'infos, des infos brutes, des points de vue qui s'opposent, et, et voilà, et donc des données qui vous permettront à vous de vous positionner et de décider comment vous voulez gérer ce genre de situation. Est-ce que vous vous dites, bah non, la chirurgie c'est mieux, moi je suis convaincu de ça et je vais orienter tous mes patients là-dedans. Est-ce que vous vous dites, bah non, il y a trop de limites à cette étude, on peut pas l'affirmer, donc il faut faire de la kiné d'abord. Est-ce que vous vous dites, bah voilà, j'ai plein d'infos et je peux aider un patient à réfléchir et être plus tranquille avec le choix que le patient fera. Euh, à vous de voir. Je vous ai partagé tout ça, j'espère que ça vous aidera dans cette espèce de gros dilemme avec beaucoup de bruit autour de ce sujet-là. Ça vous aidera à mieux gérer ça et puis ça pourra aider vos patients à partir dans des stratégies de soins qui leur conviendront et où il y aura le moins de regrets post-décision possible. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, un journal club comme ça. C'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. N'hésitez pas, si jamais, vraiment, si jamais ce format-là vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à m'inviter à en faire plus. N'hésitez pas à me proposer des sujets, voire des articles. Ouais, je me ferai un plaisir de travailler dessus. C'est toujours très intéressant, très enrichissant. J'espère que tout ça, ça vous aura plu et n'hésitez pas à nous suivre à l'agence EBP, à me suivre moi sur les réseaux, sur X et sur Instagram, à échanger.
Et donc je vous dis potentiellement à bientôt, au plaisir de pouvoir vous croiser. Et en attendant, pensez à bien prendre soin de vos patients et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt.